Et merci de débuter cette nouvelle semaine du Book Club avec nous. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sur le compte Instagram du Club de lecture de France Culture. Merci à vous. C'est ainsi que nous préparons tous les jours cette émission. Une émission où l'on met ce midi à l'honneur une femme, une artiste, une sculptrice. Son nom, Germaine Richier, née au tout début du XXe siècle dans un monde étranger à l'art. Elle va, dès le plus jeune âge, exprimer sa ferme conviction de devenir sculptrice. Et à force de travail, la jeune femme va réussir son pari, côtoyer les plus grands et connaître un franc succès et une reconnaissance précoce. Alors que le Centre Pompidou à Paris lui consacre une rétrospective étonnante, une BD et une biographie viennent de paraître. Entrons ensemble dans le monde de Germaine Richier. On pourrait sûrement faire des choses magnifiques avec le corps humain et la nature, mais à l'heure actuelle, il y a un problème qui intéresse de mettre des formes d'insectes qui, au fond, si on les regarde de très près, ont aussi des proportions humaines. Et c'est un mélange qui peut être très intéressant, mais ça, c'est très personnel. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et la voix de Germaine Richier pour débuter ce book club, elle qui pourtant n'aimait pas parler de son art et de son travail de sculptrice. On va en parler dans un instant. Bonjour Laurence Durieux. Bonjour. Vous êtes autrice, mais vous êtes aussi la petite nièce de cette géante de la sculpture qu'était Germaine Richier. Vous publiez aux éditions Fage un portrait de votre grande tante Germaine Richier, l'Ouragan, du nom de l'une de ses œuvres dont on va évidemment parler. Et vous racontez son chemin, son parcours dans une bande dessinée publiée avec Olivia Sautreuil aux éditions Bayard sous le titre Germaine Richier, la femme sculpture. Germaine Richier est morte en 1959 à l'âge de 57 ans. Vous ne l'avez pas connue. Racontez-nous comment vous avez fait sa connaissance, sa découverte. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter son histoire depuis maintenant quelques années ? Évidemment, j'ai été bercée par les récits de ma mère et de ma grand-mère. Elle était très présente. Elle était aussi très présente par ces sculptures qui étaient à la maison. Quand je venais chez ma grand-mère en France, j'habitais à l'étranger enfant. Mais l'élément déclencheur, en fait, c'est passé hors de la famille. C'est quand j'ai croisé son assistante et élève, Claude Marie, qui a été au plus près de la création pendant des années, qui était aussi artiste et qui a eu la générosité de m'ouvrir vraiment le chemin vers Richier et qui m'a donné envie de prendre le chemin justement pour rencontrer d'autres personnes encore vivantes qu'il avait connues. Alors, excusez-moi, après allez-y. ma mère m'a fait un cadeau formidable, c'est-à-dire les lettres que Germaine Richier écrit à son frère, mon grand-père, et donc avec une écriture très directe, formidable, ferme. Et du coup, j'ai été dévorée par l'envie de découvrir le reste de sa correspondance. Alors, pour nous plonger dans sa vie, dans son œuvre, durant toute cette émission, nous avons également convié Ariane Coulondre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition Germaine Richier qui a lieu donc en ce moment même au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 12 juin prochain et qui partira ensuite au Musée Fabre à Montpellier du 12 juillet au 5 novembre. Germaine Richier a été la première femme exposée de son vivant au Musée national d'art moderne. C'était en 1956, la même année que Matisse d'ailleurs. Elle n'a pas été exposée depuis nulle part. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de la redécouvrir en 2023 ? Elle a fait l'objet de nombreuses rétrospectives, mais effectivement, il était temps de lui rendre hommage à travers une grande exposition à Paris. Il y a eu des rétrospectives, je pense en particulier à celle qui a été organisée à la Fondation MAG en 1996 par Jean-Louis Prat, ou des rétrospectives à l'étranger dans de nombreux pays européens. Mais il était temps effectivement de la revoir et de la reconsidérer globalement à Paris à travers une grande exposition. Comment on explique ce fait qu'elle soit peut-être pas aussi connue que, allez, disons-le, d'autres sculpteurs hommes ? Il y a tout un grand nombre de facteurs qui peuvent expliquer effectivement la connaissance que l'on a, le regard que l'on porte aujourd'hui sur sa sculpture. La première chose, c'est qu'elle est morte précocement, en 1959. Évidemment, on peut se dire également que le fait qu'elle ait été une femme a pu jouer dans ce relatif retrait. Et bien sûr, quand on considère sa cote en regard de ses homologues masculins, on voit qu'elle n'est pas à la même hauteur
auteurs que l'œuvre de d'autres artistes, par exemple Giacometti, dont elle a été proche. Ils ont un parcours qui est assez parallèle. Je crois qu'il y a d'autres facteurs. Le fait qu'elle soit assez inclassable. En fait, son œuvre est vraiment dans une sorte d'entre-deux, entre la grande tradition de la statuaire. Elle est considérée comme l'une des héritières d'Auguste Rodin ou d'Antoine Bourdelle, dont elle était élève. Oui. Et ça a été vraiment son mentor. Et en même temps, elle est pleinement dans son temps. Elle est très proche des grands artistes des années 50, très amie avec Dubuffet. Elle croise Picasso, elle croise les grands artistes abstraits de l'abstraction lyrique, Vira da Silva, Hans Hartung. Donc, c'est vraiment une artiste qui est entre deux moments, entre, disons, une sculpture qui est marquée par une tradition du modelage et un art qui s'oriente vers l'assemblage. On va écouter Bernadette, c'est l'une des lectrices membres de la communauté du Book Club qui a lu Germaine Richier, L'Ouragan, cette biographie que vous signez, Laurence Durieux. Voici ce qu'elle en a retenu. Nous l'attendions avec impatience. Ce livre qui nous convie à un rendez-vous essentiel. La redécouverte de cette artiste majeure du XXe siècle, Germaine Richier. Depuis sa mort en 1959, elle fut invisibilisée. Laurence Durieux, l'auteur et sa petite-nièce, nous rappellent que Germaine Richier fut l'élève de Bourdelle, saluée et reconnue par Picasso et beaucoup d'intellectuels. Elle fut en rivalité avec Giacometti sur certains salons, et la première femme sculpteur à exposer dans ce qui est l'actuel palais de Tokyo et dans des musées étrangers. Cependant, elle ne peut être comparée à personne, ni intégrée dans un quelconque mouvement, impressionnisme, surréalisme, etc. D'ailleurs, elle revendiquait détester les ismes. La sculpture de Richier est unique. Nouvelle, elle vient du fond des âges, voire de certaines croyances, comme la tarasque et son rejet d'un cadeau qu'elle pensait porteur de malédiction, et nous projette vers cette part informulée en nous de l'ordre de l'intimité et de l'humanité la plus profonde. Elle n'établit pas de différence entre le minéral, le végétal et l'humain. La nature est sa principale source d'aspiration depuis son enfance dans la garrigue. Elle aime l'idée du chaos et fut frappée par les gisants de Pompéi. Elle se nourrit de son environnement. Vers la fin de sa vie, elle grava ses sculptures et fut tentée par la couleur. Ce livre, en partie documenté par la correspondance de l'artiste, est également enrichi par les témoignages d'intellectuels et autres qui côtoyèrent Richier. Ses regards convergents sont précieux, ainsi que les légendes des photos de ses œuvres qui nous ravissent. Laurence Durieux. Il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Bernadette. Un beau résumé, évidemment, de votre ouvrage et de la vie de Germaine Richier. Ce qui est intéressant, on en a dit un mot il y a quelques instants. Vous commencez l'autre livre, la bande dessinée, le roman graphique, par Quel chemin parcouru. C'est Germaine Richier qui dit cela en prenant dans ses bras l'une de ses sculptures, ce qui est très beau et très fort dans le rapport entre l'artiste et ses œuvres. C'était une reconnaissance absolue, cette exposition en 1956 pour elle? Oui, c'était une consécration. Première femme à être exposée de son vivant au musée d'art moderne, comme vous l'avez dit, la même année que Matisse. C'était pas une rétrospective. À son âge, c'était trop jeune. Et c'est vrai qu'elle prend la sauterelle, le plâtre de la grande sauterelle dans ses bras. Elle considère ses sculptures comme des personnes vivantes, ses enfants. C'est Georges Limbourg qui parle de sa fécondité de déesse. Et ça montre aussi que Richier, c'est un tempérament. Dans le plâtre de cette grande sculpture, elle a tracé sur la paume de la main un cœur, comme une espèce de talisman, un gris-gris. Elle est malade. On est en 56, elle est malade depuis 54. La réponse à sa maladie, c'est un travail acharné, c'est de la couleur dans son travail. Et voilà, oui, c'est une consécration. En tout cas, merci pour cette lecture lumineuse. Après, rivalité, je ne sais pas si c'est un mot que j'emploierais pour Richier. La rivalité n'est pas de mise, elle trace son chemin, comme vous l'avez dit, au-delà de tous les courants. Mais Richier, c'est pas aussi une artiste qui va tout faire pour avoir les bons marchands, pour se placer. Au contraire, elle est généreuse. Elle invite les grands artistes de son époque à intervenir dans son travail. Elle protège, elle encourage des jeunes artistes. Voilà. Ça vient aussi peut-être de son parcours. On va dire un mot de son enfance et de comment elle en est venue à la sculpture. Mais elle est aussi très
critiqué en 1956 des détracteurs, notamment dans la presse, qui parlent d'un eczéma sculpté. Oui, bien sûr. En fait, elle incarne vraiment la quintessence de l'art moderne. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand Jean Cassou choisit d'ouvrir les portes du musée d'art moderne, le palais de Tokyo à l'époque, à Germaine Richier, c'est aussi une stratégie du musée de s'ouvrir à l'art vivant, puisque auparavant, on présentait essentiellement les œuvres des artistes après leur mort. Donc, c'est la question qu'a dû se poser Jean Cassou, c'est quel artiste vivant est le plus représentatif de notre époque. Et il choisit Germaine Richier. Bien sûr, il y a une réaction très forte, mais je dirais que c'est une réaction globale par rapport à cette esthétique expressionniste où le modelage est exacerbé, les sculptures sont travaillées en creux, en bosses, en trous. Pour ses contemporains, ces œuvres sont l'expression de la menace qui pèse sur l'humanité. À l'époque, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi une réaction par rapport à cette question de la terreur, de l'effroi. Ces œuvres ne laissent pas indifférentes. On voit qu'elles ont une intensité, une puissance qui continue à nous parler aujourd'hui. On va revenir sur la rupture qui a lieu évidemment après la Seconde Guerre mondiale. Revenons sur son enfance, si vous le voulez bien. Laurence Durieux, Germaine Richier naît dans une famille pas du tout d'artiste, dans une famille, elle naît dans les Bouches-du-Rhône. Comment elle découvre son attrait pour l'art, la sculpture ? Oui, c'est vrai, ses parents vivent de la terre, sont minotiers, viticulteurs, donc de la vigne, de l'huile d'olive et du blé. Richier, dès le début, a une enfance de sauvageonne. Voilà, elle passe moins de temps sur les bancs de l'école que dans la garrigue, à sentir le parfum des rochers, à collectionner les bestioles, à les scruter à la loupe. Elle est vraiment nourrie de ça. Après, je ne suis pas historienne de l'art, je ne sais pas s'il y a des artistes qui naissent avec ça en eux, ou qui voilà, mais c'est vrai que à 12 ans à Saint-Trophime, elle rencontre l'art en fait dans le cloître de cette église romane où il y a des figures, et elle est en arrêt et elle décide qu'elle va être sculpteur. Je pense qu'elle sait pas trop ce que c'est qu'être sculpteur, mais elle suit son instinct et jusqu'au bout, toute sa vie, elle va suivre son instinct. Elle le dit très vite lors d'un repas de famille. Son père lui dit le monde de l'art n'est pas fait pour les femmes. Tu iras donc en pension. Elle dépasse cette épreuve, si je puis dire. Et puis, il y a trois rendez-vous, 3 moments pour l'émancipation de cette artiste, Ariane Coulondre. Et c'est notamment d'abord l'entrée aux Beaux-Arts de Montpellier. Effectivement, en 1921, elle entre à l'École des Beaux-Arts de Montpellier, dans l'atelier de Louis-Jacques Guigues, qui est un ancien élève de Rodin. Il faut dire que l'École des Beaux-Arts est ouverte aux femmes depuis une vingtaine d'années. Donc, Richier est vraiment l'une des pionnières dans cette histoire de la sculpture moderne. Donc, première étape, effectivement, de cette émancipation, la formation. C'est là où elle dit « Je ne veux pas passer par la peinture, je veux directement aller faire de la sculpture. » Oui, on est vraiment dans l'attrait pour la matière, pour le volume, effectivement, et on verra par la suite que finalement, quand elle dessine, elle ne dessine pas pour faire des esquisses préalables, mais elle dessine directement sur le corps de ses modèles ou sur ses sculptures, et quand elle fait des dessins, finalement, c'est toujours d'après ces sculptures. C'est vraiment, la sculpture est en premier dans sa création. Donc, comme si elles étaient des modèles, en fait. Absolument. D'abord, les Beaux-Arts, et puis ensuite... Ensuite, elle monte à Paris en 1926. Elle est chaperonnée par son grand frère, Jean Richier, parce que ses parents sont tout à fait réticents à laisser leur cadette monter dans la grande ville. Ils n'ont aucun lien avec le monde de l'art. Et donc, elle va réussir à faire sa place, à se loger, à trouver un métier alimentaire au début pour faire des mannequins en bois pour une société qui fait ce genre d'objets. Et elle va surtout toquer à la porte de l'atelier de Bourdelle, le maître qui est vraiment extrêmement célèbre, qui accueille des centaines d'élèves dans son atelier, mais qui à l'époque est très âgé et ne prend plus d'élèves, il le dit. Et au début, donc elle a un petit peu de mal, mais elle va persister et elle va le convaincre de la prendre avec lui, et elle va vraiment se faire accepter. Il y a un lien quasiment filial entre eux, une reconnaissance des liens amicaux et presque une figure paternelle dans la figure. Il l'appelle, Laurence Durieux, mon rossignol. Son numéro,
Oui, c'est vraiment sa dernière élève particulière, chérie, vraiment. Qu'est-ce qu'elle apprend chez lui? Elle apprend le rude métier du sculpteur. C'est vrai que ce qui la passionne, c'est la construction. Elle expérimente aussi la technique de la triangulation qu'elle va utiliser tout au long de sa vie. C'est une mesure à partir du compas, du fil à plomb. Elle va utiliser peu d'outils. Elle dit qu'il faut sentir la joie de la main qui crée. Mais c'est vrai qu'elle prend des mesures avec le compas et le fil à plomb sur le modèle qu'elle reporte sur la terre qui monte, tout en faisant mentir le compas. Donc une technique très ancestrale et qu'elle a toujours explorée pour justement mettre en valeur cette géométrie secrète du corps. C'est pour faire ressortir cette sculpture de l'intime, ce mystère que chacun porte en nous. Elle va apprendre évidemment le buste, la technique du buste. Et c'est ce qui est très marquant dans l'exposition au Centre Pompidou, Ariane Coulondre, c'est qu'on entre dans cette exposition et là on se retrouve devant, alors il n'y a pas une soixantaine de têtes et de bustes, il y en a un petit peu moins, mais une sorte de forêt de bustes. Qui sont ces personnes qu'elle a sculptées ? Toutes sortes de personnes. Il y a à la fois des proches, il y a des modèles professionnels, des enfants, des gens plus âgés, des femmes, des hommes. En fait, on voulait vraiment qu'en arrivant, le visiteur soit frappé par l'intensité de ces visages qui évoquent la diversité de ces modèles. On voit en arrivant aussi bien le visage du fils Coutin, qui est donc le fils de Robert Coutin, un sculpteur qui a accueilli Richier à ses débuts à Paris. Et à côté, il y a une tête très étrange que Richier a conservée dans son atelier, un plâtre dont les traits sont comme effacés. Et donc, il y a déjà dans les années 20-30, à la fois l'expression de sa virtuosité, de son métier classique. Elle est capable d'exprimer la vérité du modèle, ses traits, sa physionomie. Et en même temps, il y a l'idée de dépasser les apparences, de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, ce qui est sous la peau, comme disait Alain Jouffroy. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait faire comprendre en arrivant pour les visiteurs, c'est l'importance de l'humain. Voilà, c'est vers là que je voulais vous emmener, l'importance de l'humain, en tout cas au début, puisqu'après ça va évoluer, on va voir comment. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'importance de l'humain, Laurence Durieux, dans les premiers travaux de votre grande-tante? Mais c'est vrai qu'elle disait que seul l'humain compte, que le modèle vivant lui est indispensable, mais elle prend l'humain dans sa globalité. Voilà, elle ne s'arrête pas à la nature humaine, mais elle va jusqu'à la nature minérale, animale, végétale. Et puis aussi, c'est une manière de transcender les âges. Elle a l'amour du débris, des ravages, des morsures du temps. Elle est folle d'un modèle qui s'appelle Nardone, il a 80 ans à peu près, et elle aime son côté primitif. Son assistante Claude Marie dit que c'est comme un homme qui descend de la montagne, dénué de toute expressivité. Il est là et elle l'aime comme il est. Et on a vraiment l'impression qu'il descend des âges. Ça donne aussi un sentiment d'une sculpture complètement atemporelle. Et puis ça évolue. Évidemment, ce qui est intéressant dans son parcours, même si on l'a un peu oublié dans la deuxième partie du XXe siècle, si on peut dire, c'est qu'elle est reconnue très rapidement. Elle a un premier prix en 1936. Elle est décorée de la Légion d'honneur ensuite dans les années 50. Cette exposition de 56 dont on a parlé. Et puis, il y a la guerre donc, qui arrive. Elle s'est mariée, ça c'était le troisième point de l'émancipation, avec Otto Banninger, qui est zurichois, un sculpteur lui aussi, qui a travaillé d'ailleurs pour Bourdelle, si je ne dis pas de bêtises. En fait, quand elle arrive chez Bourdelle, à la fois, elle apprend, elle perfectionne son métier, et elle apprend la liberté dans la création. Et surtout, autre chose essentielle, c'est qu'elle s'insère dans un réseau d'artistes et elle rencontre de nombreuses personnalités qui vont la marquer, et elle va rester très amie avec un grand nombre de ces sculpteurs ou artistes, et elle rencontre Banninger qui est praticien, qui est un sculpteur zurichois praticien de Bourdelle. Juste après la mort de Bourdelle, ils vont se marier, et quand la guerre arrive, ils sont en Suisse en 1939, ils vont rester pendant 6 ans en exil, où elle devra se réinventer. Et son œuvre, à la fois c'est une rupture dans
sa vie, et puis son œuvre va en quelque sorte s'exacerber, et elle va aller plus loin dans sa recherche. Elle va oser, alors qu'elle est déracinée, elle dit qu'elle est déracinée, elle est loin de son pays et de sa famille, elle va oser aller plus loin et dépasser finalement les conventions classiques. On va écouter Marie. Marie, elle a lu le roman graphique Laurence Durieux que vous publiez également, et elle est ensuite allée au Centre Pompidou pour voir l'exposition. On va donc écouter ce qu'elle en retient. J'ai lu le roman graphique sur la vie et l'œuvre de Germaine Richier sans aucun a priori, puisque je ne connaissais pas du tout l'œuvre de cette artiste. Je l'ai trouvée très intéressante parce que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai équilibre entre les éléments biographiques qui sont apportés et la présentation et la découverte des œuvres, des différentes sculptures, des différents types de matériaux utilisés, et que l'un n'empiétait pas sur l'autre. Voilà. Lorsque j'ai visité cette semaine l'exposition, ça a confirmé mes impressions de lectrice, et ça m'a permis aussi, cette lecture préalable, de m'affranchir de la lecture des cartels et de vraiment être dans l'émotion de la découverte des œuvres, de leur matière, leur format aussi, qui bien entendu est particulier et très différent de la lecture du roman graphique. Contre toute attente, lorsque j'avais lu le roman, j'avais eu très envie de découvrir la sculpture, la sauterelle, donc j'ai trouvé très, très belle, mais j'ai été frappée par d'autres œuvres que j'avais pourtant découvertes dans le roman graphique, notamment la chauve-souris, que j'ai trouvée magnifique, très délicate. Et ma question à Laurence Durieux a été de savoir, c'est une question un petit peu personnelle, si elle pouvait nous indiquer quelle était la sculpture qu'elle préférait, bien entendu. J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais dans l'œuvre de Germaine Richier. C'est cruel comme question. Oui, parce que vous pouvez choisir. J'ai un grand élan vers sa première fourmi, qu'elle fait en 1946. Donc elle revient seule. C'est aussi une manière de s'affranchir, hein. Elle revient seule, sans son mari. Elle a peur d'avoir été oubliée à Paris. Tout est à reconstruire. Son atelier prend l'eau. Elle fait le plâtrier, le peintre, et elle se jette à corps perdu dans son travail. Et elle fait cette sculpture. Pour la première fois, elle expérimente des fils. Donc c'est une manière aussi de dessiner l'espace. Et c'est cette femme arachnide, donc on est en plein dans l'hybride, et vraiment là on est dans la sculpture de l'affût, de l'attaque. Et pour moi, Richier, c'était vraiment une guerrière. Un combat, c'est un mot qu'elle adorait. Elle utilisait peu d'instruments, mais il y en avait un petit qu'elle appelait l'épée. Elle a appelé d'autres sculptures des guerriers, la lutte. Et c'est vrai que vous parliez d'affranchie, c'est une affranchie. Elle disait d'ailleurs les difficultés, je marche dessus, elles s'aplanissent. Et c'est vrai que cette sculpture, avec ce petit visage où il n'y a presque rien et tout en même temps, me bouleverse. On entre dans l'exposition, on l'a dit tout à l'heure, avec les bustes, avec ces visages, et puis on est ensuite embarqué carrément dans un autre monde, un monde presque surréaliste, même s'il ne faut pas prononcer ce mot, elle n'aurait pas aimé. On est dans la partie nature et hybridation. Il y a ces fourmis, ces chauves-souris, ces sauterelles qui sont là et qui en même temps nous ressemble presque. Comment expliquer ça, Ariane Coulondre ? C'est bien ce que disait Germaine Richier dans la citation qu'on a entendue au début de l'émission. Effectivement, en fait, Germaine Richier cherche, à son retour à Paris en 1946, après la guerre, à réinventer l'humain. Beaucoup d'artistes se sont finalement tournés vers l'abstraction, considérant qu'après le désastre, la figure de l'humain ne pouvait plus être représentée. Et Richier, elle, reste vraiment, et quand elle dit « seul l'humain compte », je crois qu'il y a cette question de la représentation de l'humain et de l'attachement à la figuration. Mais l'humain ne peut plus être tel qu'il était auparavant. L'humain est blessé. On a à cette époque-là la représentation, son couple extraordinaire, l'orage, l'ouragan, qui sont des statues d'une puissance campées sur leurs jambes, mais en même temps qui semblent sur le point de se mouvoir, qui expriment à la fois toute la force et la fragilité de l'humanité à cette époque-là. Et Richier va, dans le même temps, avoir l'idée qui est extraordinaire d'hybrider, de réinventer l'humain par sa fusion avec le monde de l'animal, le monde du végétal. Et c'est une fusion qui est à la fois une hybridation des identités. Elle se reconnaît dans ces petits animaux, comme le disait Laurence. Elle a grandi avec toutes ces petites bêtes, des animaux souvent méprisés qu'elle pouvait voir dans la garrigue et qu'elle va collectionner ensuite dans son atelier. Mais c'est aussi une hybridation des formes, parce que ce qui est extraordinaire
avec Richier, là c'est vraiment l'historienne de l'art qui parle, c'est sa manière de jouer sur des formes naturelles qu'elle va ramasser, collectionner et intégrer à l'intérieur de sa sculpture. C'est une hybridation des formes. Elle trouve une branche qu'elle va utiliser pour créer un homme-forêt. Et donc, cette nature va lui servir de base, de racine, pour inventer une nouvelle sculpture. Ce mot de racine auquel elle donnait beaucoup d'importance, évidemment, allez-y, Laurence Durieux. Elle était capable de voir le nombre d'or dans une patte d'un insecte. D'ailleurs, elle disait le membre d'un insecte. Et on le voit tout ça d'ailleurs dans l'exposition, puisqu'il y a toute une partie qui reconstitue en quelque sorte son atelier et où on découvre un squelette de chauve-souris, un petit bout d'écaille de je ne sais quel poisson ou je ne sais quel animal qui s'est baladé par là et du tatou qu'elle a récupéré. Tout ça, c'est très important pour comprendre ensuite le résultat de ces sculptures. Absolument, mais c'est vraiment le projet de cette exposition, de comprendre son processus créatif. Je crois que si on voit ses œuvres isolément, on peut les admirer, les trouver extraordinaires, mais peut-être qu'on reste un petit peu en retrait par rapport à toute la démarche et la démarche extrêmement radicale de Richier. Il faut vraiment comprendre que l'art de Richier, c'est un art du modelage, de la main, et on parle toujours de l'expressivité de la terre qui est ensuite fondue en bronze. Mais l'art de Richier, c'est aussi un art de l'objet et la capacité qu'elle a à trouver des formes signifiantes dans la nature ou autour d'elle. Elle a, par exemple, dans son atelier, le trident des gardiens de Camargue. C'est en fait le bout de la lance des hommes qui gardent les troupeaux de chevaux ou de taureaux. Et c'est une sorte de forme de lune qui fait comme des petites cornes. Et elle va avoir l'idée géniale d'utiliser cette forme de pic pour la tête d'une de ses sculptures, la tauromachie, qui confère donc au personnage des petites cornes comme le taureau qu'il est censé avoir tué. Donc il y a vraiment cette idée dans l'usage de ces objets, de la fluidité en fait, entre le vivant et entre ce qui nous entoure et nous-mêmes. Arrêtons-nous un instant sur l'ouragan et l'orage. Ce sont deux très grandes statues qui représentent un homme et une femme, Laurence Durieux. Oui, c'est un homme et une femme, mais qui surgissent des entrailles de la terre, du magma. Là, on est vraiment dans la sculpture tellurique. Marie Dariussec, dans le catalogue de l'exposition, écrit un très beau texte sur cette grande sculpture qu'est l'ouragan, et elle dit « L'ouragan avance sur nous, terrible et menaçante, affectueuse et aimante. » C'est tout à fait deux choses qu'il y a toujours chez Richier. C'est à la fois l'amour et la menace et la survie, une dimension d'inquiétude et en même temps un sentiment très fort de vitalité. Et je crois que c'est ça qui fait qu'elles sont aussi puissantes. D'ailleurs, ces œuvres, elles ont été lues comme des représentations du cataclysme qui s'est abattu sur l'humanité avec la guerre, bombe atomique, les camps de concentration. Enfin, je veux dire, on est juste après cette histoire-là, dans ce contexte. Donc, pour ses contemporains, il est très clair que l'art de Richier exprime la violence du monde. Et en même temps, Richier disait, moi, je veux faire des sculptures vivantes. Et elle parle de la vie. On a retrouvé, en travaillant pour l'exposition, des notes de Francis Ponge, qui est grand écrivain, qui a été très, très ami et grand admirateur de Richier, et qui dit que le geste du sculpteur, c'est le geste, peut être approché de celui d'un chirurgien. C'est-à-dire, il s'agit d'ouvrir, effectivement, de trouer, mais pour réparer, pour nettoyer et pour revitaliser, c'est-à-dire pour redonner vie, en fait. Et c'est ça qui est toujours fascinant dans l'art de Richier. Oui, c'est une nature gaie et inquiète. Il y a un mot de Bernard Millet que j'aime beaucoup qui dit cet être de panique est une femme heureuse. Et c'est vrai qu'elle craint la nature quand elle est déchaînée. Elle est fascinée par la nature de près, mais j'imagine qu'elle se souvient des crues qui débordaient du Lez et qui ravageaient la maison de son enfance. C'est vrai qu'elle a été marquée, vous l'évoquiez, par les moulages des corps pétrifiés de Pompéi. C'est vraiment une nature, oui, gaie et inquiète. Il y a aussi dans son parcours et dans ses œuvres, celle qui va faire le plus grand scandale, on va en dire un mot bien sûr, c'est le Christ d'Assis. Vous nous racontez l'histoire brièvement,
Laurence Durieux? Alors brièvement, si vous pouvez. C'est aussi une pionnière en ce sens où c'est la première fois que l'Église commente un Christ de cette importance pour le cœur d'une église en Haute-Savoie. Qui est construit dans le cadre des sanatoriums. Et ce sont un petit groupe de curés, frondeurs, acteurs du renouveau d'art sacré qui vont d'atelier en atelier et ils commandent à Germaine Richier le Christ principal pour le chœur. Le projet est tout de suite accepté. Pour la première fois, elle fait une maquette, parce que d'habitude, elle se lance, un petit crowbar suffit, elle se lance dans la sculpture. Là, elle fait une maquette. Les curés sont emballés et elle fait cette sculpture comme toute autre sculpture, avec ses compas, ses fils à plomb, le modèle qu'elle convoque. Le Christ est installé, consacré par l'évêque d'Annecy, Monseigneur Sébron. Et puis, quelques mois plus tard, un des évêques est invité à une conférence sur est-ce que cette église d'Assy participe au renouveau de l'art sacré. Là, en fait, c'est un vrai traquenard. Il y a un petit groupe d'intégristes qui distribue un tract, On ne se moque pas de Dieu, qui confronte le Christ de Germaine Richier à l'image d'un Christ Saint-Sulpicien avec les joues roses, les perles de sang qui coulent des épines. Et de là va surgir ce qu'on va appeler la querelle de l'art sacré, avec l'appui du Vatican. À l'époque, c'est Pie XII qui juge ce Christ blasphématoire. Le Christ est retiré du chœur de l'église. À la demande de Germaine Richier? Non, pas du tout. C'est l'évêque qui... C'est l'évêque. Non, Germaine Richier est très meurtrie que ce Christ... Non, Germaine Richier demande son retour à l'atelier, ce qui lui est refusé. Et le Christ va, pour le coup, vivre un vrai chemin de croix entre un vestibule du presbytère, la crypte. Il va finir relégué dans la petite chapelle des morts adjacente et il va être remis dans le chœur 10 ans après la mort de l'artiste, justement pendant la Semaine Sainte, un peu en catimini. Tout le monde est mort maintenant. Paul VI est pape, l'évêque d'Annecy est mort, et c'est le père Caille qui est le nouveau curé de la paroisse, qui se dit, mais après tout, qui demande rien à personne et qui réinstalle, voilà, et qui ravit les paroissiens, parce que les paroissiens ont toujours aimé ce Christ. On ne va pas raconter toute son histoire parce que c'est pas possible, on n'a pas le temps. Il y a évidemment d'autres choses à raconter. S'il faut un argument pour aller voir cette exposition, et j'espère ne pas vous piéger avec cette question, Ariane Colonde, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cet artiste qu'on a méconnu et qu'on a envie de redécouvrir aujourd'hui? Je pense que c'est à la fois l'une des plus grandes sculptrices modernes. Et je pense que tous les amateurs d'art moderne et de sculpture doivent venir au Centre Pompidou pour redécouvrir cette grande artiste. Et puis, je crois, au-delà, c'est une œuvre qui nous parle aujourd'hui de l'humanité, qui nous parle de la violence du monde. Et bien sûr, beaucoup de témoignages de visiteurs me parlent de la guerre en cours en Ukraine, me parlent de la menace qui pèse sur nous, de la question aussi du rapport de l'humain à la nature et de la manière qu'a Richier de nous rappeler ce qui nous lie à ce qui nous entoure. Je crois que c'est une œuvre profondément contemporaine. Rapidement, cette puissance qu'elle a de résister au chaos, vraiment. Avec à la fin aussi une période un peu différente où elle utilise du vert, de la lumière, des transparences. C'est très beau et c'est très perturbant. Je vais vous le dire, parce qu'on découvre des choses qui sont vraiment, vraiment très belles. Merci à toutes les deux d'être venues. Laurence Durieux, vous publiez aux éditions Fage un portrait de votre grande-tante Germaine Richier, l'ouragan, donc du nom de cette œuvre, et vous racontez son parcours dans une bande dessinée, un roman graphique, publié avec Olivia Sautreuil aux éditions Bayard, sous le titre Germaine Richier, la femme sculpture. Merci Ariane Colonde. L'exposition Germaine Richier, dont vous êtes commissaire, a lieu en ce moment jusqu'au 12 juin prochain au Centre Pompidou, et vous pourrez la découvrir ensuite à Montpellier, au Musée Fabre, du 12 juillet au 5 novembre prochain. Merci à toutes les deux.